Sur les traces de notre passé. En 1959, le monde entier est divisé. La politique des pays dominants est contestée par des mouvements de révolte. La France et l'Algérie sont en guerre. À Cuba, le 1er janvier 1959, la dictature de Batista est renversée par Fidel Castro. En Martinique, à Fort-de-France, le taux de chômage et l'arrivée d'une forte oppression arrogante créent l'explosion. À partir du 20 décembre, dans une période de fête, des émeutes éclatent entre forces de l'ordre et la foule. Des familles perdent un de leurs membres. Je me souviens que d'une chose, il y avait beaucoup de monde ici, beaucoup de personnes habillées en noir. C'était la première fois que je voyais ça. Et puis ma mère était à l'étage, elle était couchée sur une petite lit que nous avions dans une grande chambre. Et puis elle criait. Et j'entends encore ces cris des fois. C'est difficile, mais j'y pense de temps en temps. Et puis je lui posais la question de savoir qu'est-ce que mon frère il faisait, qu'est-ce que je l'appelais Cri à l'époque. Je lui demandais qu'est-ce qu'il faisait dans la boîte. Et elle ne savait pas quoi me répondre, bien sûr, puisque c'était difficile à dire à une personne de 4 ans que le frère était décédé. Et je l'entends dans ses cris disant qu'elle voulait de son fils. Ma famille s'est retournée, elle a demandé à l'État de s'occuper de ce qui s'était passé et on a eu un procès qui a eu un non-lieu. À l'époque, ce n'était pas particulièrement aisé pour une femme seule avec son fils décédé, une petite fille à élever, il fallait qu'elle travaille. Non, nous n'avons pas été aidés par l'administration, rien du tout. Si on acceptait que ça se soit passé, que ça entre dans notre histoire commune à tous, ce serait une bonne chose pour que tout événement de ce genre ne se reproduise surtout pas. Christian Marajo, 15 ans, Edmond Véronique, dit Rosile, 20 ans, et Julien Betzi, 19 ans, sont tués en différentes rues de Fort-de-France. Dans le cas de Marajo, le lundi donc, il se trouve sur le terrain de basket de la Française et les camarades qui jouaient avec lui, ils sont partis, ils étaient 3 à remonter la rue de la Liberté. À un moment donné, il dit « Je veux voir ce qui se passe dans Fort-de-France ». Marajo fait partie de ces jeunes qui sont surpris par la violence des échanges qu'il y a là. Et comme tout le monde, il se met à courir. C'est lui qui va vers le groupe des 5 policiers. Mais une chose est certaine, c'est que le fait que ce jeune soit tué à bout portant interpelle encore aujourd'hui. Dans le cas de Rosile, ce jeune se trouvait déjà dans un bus. Un copain lui demande de venir voir. Et il se retrouve donc au niveau de la ruelle dite de la redoute du Matouba. Il y a des policiers qui interviennent à ce niveau. Le responsable de police qui conduit ce groupe lance une attaque, sauf qu'il n'est pas entièrement suivi par ces hommes. Il tire d'abord un coup de feu en l'air. Ça ne fait pas reculer les émeutiers. À ce moment, il baisse son arme et tire sur ce jeune qui était là et l'atteint au niveau du ventre. Julien Betzi, la veille, il évite tout ce qu'il y a comme émeute et il rentre directement chez sa sœur qui se trouve à Sainte-Thérèse. Sauf que ce jour-là, elle n'est pas présente et il s'ennuie. Et il dit donc à la voisine, manquez ouais. Il est bloqué par les forces de l'ordre qui sont au niveau du carrefour, au niveau de Pont-des-Mostènes, et il est donc tué d'une balle dans le dos. Une chose est certaine, c'est qu'il n'avait pas une arme à feu, tout comme Rosile, tout comme Marajo. Comme tout le monde, les jeunes sont curieux de savoir ce qui se passe dans Fort-de-France. Le premier affrontement commence entre les policiers et la foule, à l'angle de la rue Victor Hugo et à la rue de la Liberté, non loin de la Savane. Le diable en personne est venu sur le kiosque de la Savane, a harangué la foule, le discours assez dynamique, et la foule était déjà sous la pression des événements. Quand j'ai vu les policiers, on appelait quelqu'un, j'ai couru pour entrer chez l'impératrice, et j'ai eu un coup de rideau. Donc, comme je courais assez vite à l'époque, j'ai pris la rue Saint-Louis, et quand j'ai vu un Maria, j'ai fait un petit coup de travers, et puis j'ai fait un triple bond, j'ai plongé entre ses jambes. Je me dis, tiens, la caissière, j'y vois des autres là. Et les policiers arrivaient. Ceci étant passé, moi, j'ai attendu, je suis rentré chez moi le soir. Ce n'est que le lendemain que nous avons appris le décès de Marajo. Et c'est à ce moment-là que les choses ont dégénéré, que les Martiniquais, je dis bien les Martiniquais, ont pris conscience qu'on avait tué un petit Martiniquais, que c'était des Martiniquais, ça.
Et la foule s'est déchaînée à ce moment-là. Nous n'avions à ce moment-là aucune idée au levant du casquisme. Dans Fort-de-France, après une soirée agitée, le lendemain, d'autres forces de l'ordre, les CRS, les compagnies républicaines de sécurité, circulent à moto et en jeep. À la Havane, le 1er janvier 1959, on croyait que c'était arrivé, quoi. Moi, je sais que, bon, j'étais dans les rues, CRS, marche, CRS, dehors, quoi. Parce que c'était des types extrêmement violents, racistes. Bon, il ne faut pas oublier que cette époque-là, les gens qui sont expulsés d'Afrique du Nord, soit d'Algérie, soit du Maroc, soit de la Tunisie, bon, ils se réfugient à la Martinique, c'est les dernières colonies françaises où ils se sentent maîtres. J'ai organisé la protection de Plenel qui défendait les Martiniquais, la dignité martiniquaine. M. Plenel a prononcé un discours à l'enterrement d'une des victimes. Durant les 3 jours, les manifestations sont nombreuses. Le Parti communiste souhaite un changement et le publie dans son journal Justice. Les autorités locales pouvaient saisir le journal avant même que le journal n'ait paru. La police allait chercher le journal à l'imprimerie. Le journal essayait d'expliquer les événements et d'expliquer aux gens ce qu'il fallait faire. Dès que les événements ont éclaté, le Parti communiste a demandé la réunion du Conseil général. Et le groupe communiste, ce Conseil général, a présenté une motion allant dans le sens de la revendication de l'autonomie et de la revendication d'un pouvoir martiniquais décolonisé. La peur des capitalistes était telle qu'ils étaient prêts à accepter presque n'importe quoi. En 1959, la situation politique de Martinique change. Avant les événements, la création du Bureau pour le développement des migrations dans les départements d'outre-mer, le BUMIDOM, calme la montée du nationalisme, la Martinique aux Martiniquais. Et le service militaire adapté, le SMA, répond au chômage. À la fin des événements, le 24 décembre, le Conseil général vote le départ des CRS.